Les invités de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Benoît Cohen, bonjour. Bonjour. Et Mohamed Ewaz, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Mohamed, vous êtes afghan, pays que vous avez quitté. Vous faites vos études ici en France. Benoît Cohen, vous êtes réalisateur de films et écrivain. Vous vivez aux États-Unis. Vous avez écrit ce livre, Mohamed, Ma mère et moi, qui est paru il y a quelques mois aux éditions Flammarion. Voilà, il est là. Ce livre qui raconte le choix de votre maman, celui de vous accueillir, vous, Mohamed, chez elle à Paris. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Avant de parler de votre histoire à vous deux et à vous trois, je voulais vous faire commenter ces deux images d'actualité. D'abord celle des 630 personnes de l'Aquarius, refoulées par Malte et par l'Italie, qui ont pu débarquer en Espagne le week-end dernier. Et puis celle de ces enfants clandestins aux États-Unis, séparés de leurs parents et enfermés dans des cages. Peut-être Benoît Cohen. Ouais, les deux images sont absolument choquantes et lamentables. L'Aquarius, c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, de tous ces pays qui se renvoient la balle. Personne ne prend ses responsabilités. La seule à peu près à essayer de faire quelque chose, c'est Angela Merkel, mais elle rencontre à la fois dans son pays et au niveau de l'Europe une résistance très forte. C'est ce que j'essaie de montrer avec le livre dont on va parler, c'est à quel point on peut, si on passe outre la peur que chacun a en nous, ce qui est, je dirais, normal, changer les rapports et être plus dans l'échange que dans le rejet. Et c'est vrai que moi, aux États-Unis, pour parler de la deuxième image, aux États-Unis, j'ai vécu l'élection de Trump comme un énorme choc. Le premier chapitre de mon livre, je raconte le soir de l'élection. Et c'est d'ailleurs le lendemain de l'élection de Trump que je décide d'écrire ce livre, puisque je me dis qu'est-ce que je peux faire moi à mon tout petit niveau pour lutter, pour résister contre cette politique raciste, xénophobe, de rejet qui est malheureusement présente des deux côtés de l'Atlantique. Mohamed, ces images, elles vous ont fait quoi? Moi, ça me touche parce que je peux comprendre que les gens qui sont dans cette situation. Et je sais pas quoi dire, j'ai pas un mot parce que pour moi c'est très récent. Je peux comprendre et j'espère que les publics global ils vont réfléchir, ils vont trouver une solution au bout d'un moment pour Oui, en gros, c'est vrai que le parcours de Mohamed montre à quel point, je veux dire, et encore, je veux dire, ce que vivent ces gens sur l'Aquarius est terrible, parce que c'est à la fois le problème simplement de la survie et de sentir, avant même d'être arrivé, le rejet. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu des gens qui ont traversé les mers, il y a des gens, mais quand ils arrivaient en France, ils étaient bienvenus. Aujourd'hui, la différence, c'est que une fois qu'ils ont traversé ces périples ultra violents et ultra durs, ils pensent que le plus dur est fait. En fait, une fois qu'ils arrivent en France, on les rejette à nouveau. Et je dis en France, mais partout ailleurs en Europe. Et on voit maintenant aussi aux États-Unis. Donc c'est ça aussi qui est plus violent, c'est que c'est une double peine, quoi. Vous parliez de la peur à l'instant. Pour revenir à votre histoire à tous les deux et à tous les trois avec votre maman qui s'appelle Marie-France. Le livre commence ainsi, Benoît Cohen. On est au soir de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Vous avez peur, dites-vous, de voir ce président raciste prendre la tête, que vous présentez comme raciste, prendre la tête des États-Unis. Et vous avez peur aussi de voir votre maman qui ouvre la porte à vous, Mohamed, qui est un étranger. C'est une contradiction? C'est une contradiction, bien sûr, et c'est ça qui, moi, m'intéresse et m'interpelle. C'est-à-dire que moi, un jour, j'appelle ma mère pour prendre des nouvelles comme je le fais après toutes les semaines, et je lui demande ce qu'elle fait. Elle me dit, j'attends Mohamed. Je dis, mais c'est qui Mohamed? Elle me dit, le réfugié afghan qui va habiter à la maison. Qu'elle a rencontré via une association. Qu'elle a rencontré via l'association Singa, qui met en relation des gens qui ont envie d'accueillir et des gens qui ont besoin d'être accueillis. Et en fait, là, d'un coup, j'ai un choc parce qu'elle m'en a pas parlé avant. Je pense qu'elle nous en a pas parlé à mes frères et à moi avant parce qu'elle avait peur, peut-être qu'on la dissuade par nos doutes ou nos craintes. Et en fait, elle nous prend de court et elle nous plonge directement dans cette réalité qui est j'ouvre ma porte à un étranger et après un premier réflexe, comme je disais tout à l'heure, un réflexe normal, on est humain, on a peur. On s'est rendu compte que c'était une histoire incroyable qui commençait. C'est l'histoire que je raconte dans le livre, c'est-à-dire comment d'une relation verticale qui est de l'aide pure,
on passe à une relation horizontale qui est du partage, une rencontre. Et comme à la fois ma mère apporte à Mohamed, évidemment, elle lui donne un toit, elle lui donne un travail, mais comment Mohamed apporte énormément à ma mère, à moi, à mes frères, et comment tout d'un coup, cette histoire, rendue possible parce qu'elle passe ce cap, montre à quel point on peut échanger, ouvrir ses portes. Et voilà, donc c'est ça le principe de cette histoire, et surtout de montrer que comment on peut raconter tout ça à un niveau d'homme, parce qu'en fait, on a beaucoup de discours politiques, on a beaucoup de... Mais en fait, ce que j'ai voulu faire là, c'est de montrer juste des gens. Oui, vous parlez d'histoire singulière dans un destin souvent collectif, avec ces expressions, les migrants, les Syriens, les Afghans. Mohamed, vous avez 24 ans, oui. Vous êtes né en Iran, vous avez d'abord vécu en Iran, puis en Afghanistan. Vous avez eu 1000 vies en l'espace de 24 ans. Vous avez travaillé pour l'armée française en Afghanistan, et c'est parce que vous étiez menacé dans votre pays que vous avez voulu quitter l'Afghanistan. Oui, c'était comme ça. Et... Les talibans, vous vous accusez d'avoir trahi votre pays? Oui, parce qu'en Afghanistan, les gens qui travaillent avec l'armée l'étranger ou avec des forces étrangères, et ils sont en danger toujours. Et c'est pas facile travailler avec l'étranger, mais moi, je voulais aider mon pays dans cette chemin. Vous avez quitté l'Afghanistan parce que c'était devenu trop dangereux pour vous. Vous avez décidé d'abord d'aller au Sri Lanka. Décidé, je ne sais pas, peut-être que le sort plutôt vous a mené vers le Sri Lanka, puis la France, Paris. Vous avez été d'abord aidé par un ami, puis vous êtes arrivé à Paris. Ça a été des mois très compliqués. Et puis cette rencontre avec la maman de Benoît Cohen, qui s'appelle Marie-France. Ce qui est raconté dans le livre, voilà, il faut raconter le contexte. Votre maman vit dans un très bel hôtel particulier à Paris. Elle fait partie de la grande bourgeoisie parisienne. Les premiers jours, pour vous, le choc a été trop dur? C'était hyper dur parce que moi, j'ai vécu une vie très difficile. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais quasiment dans la rue et tout ça. Et j'ai cherché seulement une chambre. Pour dormir calmement et tout ça. Mais finalement, j'ai trouvé, moi, dans un hôtel particulier au pied de Tour Eiffel. Oui, c'est vrai que quand ma mère l'accueille, elle se dit, mais voilà, je lui donne une chambre. En plus, elle va lui donner un travail très vite derrière. Donc, elle se dit, voilà, le plus dur est fait. Et en fait... Ni elle, ni Mohamed n'ont su vraiment comment faire dans les premiers temps? Non, parce que lui, il est arrivé en 1000 morceaux et elle ne se rendait pas compte de l'état... des dégâts, c'est-à-dire qu'en fait il y avait quand même tellement de dureté, de traumatisme, et puis le choc, c'est-à-dire qu'en fait les premiers jours il était malade, il avait mal à la tête, elle a appelé un médecin et le médecin a dit il a rien, il est juste en état de choc, il faut lui laisser le temps de s'habituer, et ça prendra du temps, et elle s'est rendue compte surtout qu'il suffisait pas juste de lui donner un espace, il allait falloir s'occuper de lui comme d'un fils et lui réapprendre à vivre dans ce nouvel environnement, qui certes était un environnement beaucoup plus agréable que celui qu'il avait pu vivre avant, ou que ceux qu'il avait pu rencontrer avant, mais qui était, c'était pas aussi simple que ça. Et c'est tout ça que je montre dans le livre, c'est-à-dire comment, sur les 2 ans qu'ils ont passés ensemble, petit à petit, d'abord ils se sont apprivoisés mutuellement. Vous parlez de la confiance beaucoup, et vous en parliez tout à l'heure au début de cet entretien, le sentiment d'avoir fait le plus dur en étant arrivé, d'être rejeté une fois arrivé, et c'est ce lien-là qui est le plus dur à reconstruire, faire confiance à l'autre. La confiance, le problème c'est que quand Mohamed arrive, comme plein de gens qui arrivent comme ça dans un pays étranger, où en plus ils ne se sentent pas accueillis, Mohamed a été trahi par tellement de gens pendant son parcours qu'en fait il n'a plus confiance en personne. Et le plus important dans ce que ma mère va réussir à faire pendant ces 2 années, c'est rétablir la confiance chez Mohamed. Et puis finalement, du coup, Mohamed va lui-même, à son tour, me faire confiance quand il me raconte son histoire pour que j'écrive ce livre. Donc c'est vraiment ça, quand je parlais d'échange, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Exactement. Pour moi, la plus importante chose, c'est la confiance. Tout est commencé avec cette confiance. Comment vous définissez votre relation à la fois avec Benoît qui est ici et avec sa maman? C'est une relation familiale, fraternelle? Au début, c'était pas aussi fort. J'ai pas pensé que ça deviendra
aussi fort, mais aujourd'hui, pour moi, quand je vais quelque part et quand j'ai besoin de écrire mes membres de famille, j'ai écrit le nom de Benoît, de Marie-France, et pour moi, c'est ma fille, c'est ma famille ici, en France. Il y a quelque chose qui revient aussi dans votre livre, ce sont vos vies parallèles, c'est ce que vous racontez. C'est aussi pour ça que ce livre s'appelle Mohamed, ma mère et moi, vous, donc, et pas seulement Mohamed et ma mère. Vous, votre exil aux États-Unis, qui a été un exil plutôt facile. Au même moment, vous, Mohamed, vous aviez beaucoup de difficultés. D'ailleurs, vous n'avez pas réussi à obtenir de visa pour la France, comme beaucoup d'interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée. Il y a cette dualité, cette vie en parallèle. Oui, l'idée, c'était de mettre en parallèle les deux exils, de montrer que moi, qui ai vécu un exil doré, c'est-à-dire je suis parti, d'abord c'est un choix, ce qui est une grosse différence. C'est un choix, je suis parti avec de l'argent, des papiers. Vous êtes senti tout de suite chez vous? Et puis je me suis senti chez moi et accueilli. Et bienvenue. Et donc j'ai montré ces deux exils. Et d'ailleurs, entre ces deux exils, je montre un troisième exil qui est celui de mon père qui a dû quitter la Tunisie à la fin des années 50, juif tunisien, les juifs ayant pris le parti de la France au moment de l'indépendance. Il a été chassé de son pays. Et donc voilà, j'essaie c'est pour ça, c'est vraiment un récit en triangle avec 3 voix. Et j'aime bien cette idée de montrer avec ce système de miroir à quel point ce monde est inégal et à quel point en faisant ce qu'a pu faire ma mère, on peut un tout petit peu rétablir l'équilibre. Mohamed, vous êtes étudiant à Sciences Po, au Havre, je crois, qui est un campus qui s'occupe d'affaires asiatiques. Vous avez des projets, j'imagine, peut-être celui de retourner un jour en Afghanistan? Oui, bien sûr. Quand j'ai fini mes études, je veux bien retourner au Afghanistan pour aider des gens. Aider comment? Surtout, je veux bien travailler dans l'administration? Non, ministère de l'Éducation en Afghanistan, parce que je crois que c'est la plus importante chose qu'on peut commencer pour reconstruire un pays. Mais il y a quelque chose qui est important, si vous passez directement il arrive chez ma mère à Sciences Po, mais c'est... Non, effectivement, mais le parcours est très long, il a été... En fait, ce qui est incroyable, c'est que pendant que moi j'écrivais le livre, donc il avait donc ce logement, il avait ce travail, et puis nous on se dit, voilà, ça il va construire petit à petit sa vie. C'est pas votre projet, vous, de travailler, vous vouliez faire des études, c'est ça que vous racontez dans le livre? Depuis longtemps. D'ailleurs, votre famille n'y a pas cru au début, quand il dit je veux faire des études, on dit bon d'accord, en sachant qu'il a arrêté l'école à 15 ans à Kaboul, on se dit bon, peut-être surtout Sciences Po qui est l'une des plus prestigieuses écoles françaises. Et il a dit je veux faire des études, mais pas n'importe quelles études, je veux faire Sciences Po. Et là on a dit mais écoute, maman, il faut être réaliste, tu vois, maman, et puis c'est pas la peine de te créer des obstacles trop forts parce qu'après tu vas être déçu et ça, tu vas retomber dans le doute, etc. Donc avance plutôt, etc. Et en fait, il a rencontré des gens qui ont monté une association qui s'appelle Wintergrate et qui en fait préparent, ils choisissent une vingtaine de réfugiés par an et ils les aident à accomplir un projet. Et son projet à lui, c'était Sciences Po, ils l'ont accompagné et il a réussi, contre toute attente, ce concours. Et ce n'est que le début de tous les projets qui vous attendent. Je vous invite vraiment à lire ce livre, Mohamed, ma mère et moi, qui est un récit à la fois bouleversant et drôle aussi. Il y a des moments où, en tout cas, moi j'ai ri. Je ne sais pas si c'était le but. Mohamed, ma mère et moi, donc aux éditions Flammarion, un livre assez essentiel à lire. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau et de ce témoignage. On pense à votre maman qui a manqué ce matin, mais qui est partie intégrante de cette histoire. Merci à vous.